Marc, bonjour. Bonjour Vincent. Alors on continue de passer en revue toutes les bulles que vous recensez dans votre dernier ouvrage, Un monde de bulles. Évidemment, dans celui-ci, vous vous attardez sur la bulle boursière que vous dénoncez depuis 2 ans, mais qui n'éclate toujours pas. Elle a la vie longue. Elle a la vie longue, exactement. Il faut dire qu'il y a peut-être des circonstances, des contingences exceptionnelles qui font qu'elle dure. Mais vous dites, en tout cas, ça va éclater à un moment ou à un autre. Et on sait que ça se produit fatalement. Le problème, c'est de savoir quand. Et dans ces conditions, il vaut mieux économiquement se tourner vers les pays, les zones les plus forts, les plus solides. C'est comme ça que j'ai interprété ce que vous écriviez. Oui, alors il y a 2 choses. Je dis bien économiquement. Oui, voilà, c'est ça. Le plus important, c'est se baser sur l'économie. Parce que, en fait... Parce qu'à vous suivre, il faut aller dans les émergents, finalement. Alors, non, justement, d'un point de vue économique, pas boursier, c'est là qu'est la nuance. Mais enfin, je vais revenir quand même, parce qu'effectivement, depuis 2 ans, j'annonce cette bulle. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait un livre, parce que je dis, maintenant, je vais vraiment m'engager, je vais aller juste au bout. Alors, il faut se souvenir qu'en 2015, il y a déjà eu, effectivement, cette crise chinoise, etc. Et puis après, effectivement, on a relancé la machine. Il y avait eu le Brexit ensuite, et puis bien sûr, Trump. Et en fait, tout le monde attendait le pire de Trump, et puis à l'époque, je l'avais évoqué d'ailleurs, Trump pouvait être le nouveau Reagan. Et c'est là où il a fait un coup de génie, entre guillemets, c'est qu'il a relancé le cycle américain. C'est-à-dire qu'il y a un peu plus de 2 ans maintenant, le cycle américain était donc en bout de course. Et finalement, en baissant les impôts, il a réussi à relancer ce cycle, si bien qu'aujourd'hui, on a, dans l'histoire contemporaine américaine, le cycle de croissance le plus long. Même pendant la révolution Internet, c'était pas aussi long. Idem sur la bourse. Donc c'est sûr qu'on peut expliquer pourquoi, effectivement, cette bulle n'a toujours pas dégonflé, même, elle a augmenté. Alors, elle n'a pas dégonflé aux États-Unis, mais dans les émergents, on est déjà en marché baissier. Mais bien sûr. Donc, j'ai envie de vous dire, Trump, c'est très bien pour le moment pour les États-Unis. Exactement. Mais les émergents ont déjà vu l'addition leur être servie. Voilà, c'est là où Trump va peut-être un petit peu trop loin, notamment quand il parle de protectionnisme. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, si on veut 3% de croissance mondiale, il faut une croissance du commerce mondial de l'ordre de 10%. Or, si on fait du protectionnisme, évidemment, on aura une croissance mondiale qui va baisser. Et c'est là où j'arrive sur cette fameuse bulle. Parce qu'on la voit j'ai mis quelques graphiques aussi dans le livre pour qu'on puisse visualiser. C'est important de voir ça. C'est qu'aujourd'hui, pour justifier un Dow Jones à 25, 26 000 points, et j'en passe des meilleurs, il faudrait une croissance mondiale d'au moins 8%. Hors inflation. Ça, vous le répétez depuis longtemps. Mais oui, or nous sommes à 3. Donc, c'est ça qui ne colle pas. Donc, comme, encore une fois, je l'avais également évoqué quand le baril est monté à $150 et qu'il allait baisser, on me riait au nez. Bon, là, c'est vrai qu'il a baissé beaucoup plus vite. Là, la bulle a continué. Parce que, effectivement, on a alimenté cette bulle avec les planches à billets, avec, effectivement, c'est vrai, il y a eu un peu plus de croissance aux États-Unis. Et puis, il y a bien sûr cette euphorie que j'évoque également dans le livre, sur les GAFA, les fameuses GAFA, c'est-à-dire Google, Amazon, Facebook, Apple, parfois on rajoute Microsoft, mais surtout le vrai enjeu c'est quoi? C'est qu'on a des entreprises aujourd'hui qui deviennent des monstres. Mais surtout, autant elles sont valorisées, on peut comprendre, mais beaucoup trop par rapport à leurs profits. Je prends l'exemple d'Amazon, on a ce qu'on appelle des PER, Price Earning Ratio, ça veut dire combien de fois l'entreprise est capitalisée par rapport à ses résultats, de 300 fois. Ça veut dire qu'il faut attendre 300 ans de résultats d'Amazon pour payer la valorisation boursière d'Amazon. Bon, alors peut-être que d'ici là, effectivement, les profits d'Amazon vont flamber. Je leur souhaite, peut-être avec mon livre qui marche très bien d'ailleurs sur Amazon, ça ne suffira pas, mais bon, pourquoi pas. Mais il faut être raisonnable. Imaginez tous les dangers que nous avons sur toute cette nouvelle économie. C'est-à-dire que vous avez la taxation, on n'en parle pas. Et les déflationnistes aussi. La réglementation, on n'en parle pas. Vous avez les lois antitrust, on n'en parle pas. Donc il y a quand même beaucoup de dangers. Et puis nous, on fait non, on continue, tout va bien dans le meilleur du monde. Vous dites qu'il y a une grosse déconnexion par rapport aux fondamentaux, finalement qu'on s'illusionne un petit peu, voilà, on tire des plans sur la comète et sans savoir vraiment où la comète va. Bien sûr, non mais c'est comme tout, c'est-à-dire que tant que ça va bien, on dit on ne veut pas entendre les oiseaux de mauvais augure, mais moi je suis pas du tout, je veux pas affoler, je veux simplement qu'on retrouve le bon sens. Est-ce que Marc, tout de même, là on n'est pas en train de regarder un peu l'arbre qui cache la forêt? Alors déjà aux États-Unis, parce qu'en effet, une partie de la hausse est due principalement à ces fameuses GAFA, qui soutiennent les cours déjà en rachetant leurs propres actions. Tout à fait. Et on avait eu ça avec la bulle Internet, il y avait des fers de lance. Et quand on observe un peu le comportement des composants des indices en Europe, on voit en fait ces indices, lorsqu'ils affichent des performances positives depuis le début de l'année,
les doivent principalement à une toute petite minorité de valeurs, 4-5, que ce soit pour le CAC 40 ou l'Eurostoxx 50. Donc, est-ce qu'on n'a pas déjà un dégonflement de la bulle qui est en cours, plutôt sain, et finalement, il n'est pas perceptible si on regarde les indices? C'est vrai, c'est ce que j'appelle de mes voeux, tout à fait, c'est qu'on est plutôt un dégonflement qu'un crack. Perdu. Sauf que, vous connaissez les marchés, on ne peut pas les maîtriser. Donc, moi, ce qui m'inquiète, c'est que justement, comme ces fers de lance, ils ont boosté, entre guillemets, la bourse, à partir du moment où ils vont être moins à la mode, ben là, évidemment, ça va aller dans l'autre sens. Et donc, tout le monde en pâtira, malheureusement. Même ceux qui n'y sont pour rien. Donc, c'est ça. Et qui ont déjà corrigé. Et qui ont déjà corrigé. Donc, c'est ça qui, effectivement, aujourd'hui, est dangereux. Donc, c'est pourquoi j'appelle à la prudence. Encore une fois, moi, je rappelle un adage, hein, le couple rendement-risque. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on a des rendements aussi élevés, ben forcément, il y a un risque derrière. Donc ce risque, ça veut dire quoi? Ça veut dire une potentialité de baisse qui est importante. Donc voilà, il faut juste ouvrir les yeux, ne pas être aveuglé. Après, on peut faire du stock picking, etc. Et pour revenir sur votre première question sur les pays émergents, moi je dis aujourd'hui, justement, il faut faire très attention sur les bourses des pays émergents. Par contre, économiquement parlant, alors là, effectivement, il y a encore des choses à faire. Que ce soit dans le monde émergent, même dans nos pays développés, en termes de révolution technologique, il y a encore beaucoup de choses à faire. Hein. Par contre, boursièrement parlant, je l'avoue humblement, ben, je ne comprends plus. Donc peut-être que j'ai vieilli, hein, c'est peut-être ça aussi, hein, j'ai que 48 ans, mais bon, on ne sait jamais, comme j'ai commencé très jeune. Mais je veux dire, néanmoins, je pense qu'il vaut mieux garder la tête sur les épaules pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Est-ce que sur les marchés d'actions, au bout du compte, le havre qui permet de se réfugier un petit peu, ou dans lequel on doit se réfugier, ce ne sont pas les États-Unis aujourd'hui? Oui, surtout que je pense qu'il y aura un effet dollar, c'est-à-dire qu'on le voit, le dollar s'apprécie un petit peu et ça va certainement continuer. Le problème, c'est qu'en France, dès qu'on dit que les États-Unis vont bien, on est pris pour un pro-Trump ou un anti-français, ce que vous voulez. Bon, il faut être sérieux, moi je dis que la vérité. Il faut être honnête aujourd'hui, les États-Unis ont baissé les impôts et ça marche. On a un sommet de confiance des ménages depuis septembre 2000. Rendez-vous compte? C'est-à-dire, c'était encore la bulle Internet, il n'y avait pas eu le 11 septembre 2001, etc. Une euphorie. Le taux de chômage, 3,9%. C'est le plein emploi. Les entreprises investissent. Donc, ça veut bien dire que ça a marché. Alors que chez nous, en Europe, qu'est-ce qu'on fait, notamment en France? On augmente encore les impôts. Pour tout le monde. Alors, les entreprises, on baisse un petit peu, mais on augmente de l'autre côté. Et les ménages, la CSG qui augmente, et ainsi de suite. Donc, évidemment, c'est clair qu'aujourd'hui, les États-Unis et le dollar sont, encore une fois, on va dire des niches, hein, des secteurs protégés. Ça ne durera pas éternellement, mais à court terme, ça peut être le cas. Alors, je dis bien à court terme, parce que quand vous dites que les entreprises américaines investissent, en tout cas pour les entreprises cotées, je répète, elles investissent principalement dans les rachats d'actions et l'augmentation des dividendes. Donc, est-ce qu'elles ne sacrifient pas le moyen, long terme ou court terme? Bien sûr, oui, tout à fait. Maintenant, il ne faut pas oublier que la force des États-Unis, hein, comme d'ailleurs d'autres pays, mais notamment les États-Unis, ça reste l'importance de la recherche-développement, de l'innovation, etc. Donc aujourd'hui, il y a Apple, etc. Mais il n'y a pas que ça. Je veux dire, on a quand même des labos de recherche qui restent implantés aux États-Unis et donc qui dopent la croissance américaine. C'est ça, la vraie croissance pour un pays développé, c'est dans l'innovation. Et nous aussi, on en a, il ne faut pas non plus se flageller, mais ça reste quand même bien loin de ce qu'en font les Américains et même les Chinois. N'oublions pas que la Chine est la deuxième puissance mondiale en R&D derrière les États-Unis, et dans les énergies renouvelables, par exemple, c'est la première puissance mondiale en R&D, la Chine. Et nous, malheureusement, on est toujours derrière. Donc c'est clair que, pour moi, la vraie source de richesse, de croissance, elle est dans l'innovation. Et malheureusement, nous, les Européens, et notamment les Français, on perd des parts de marché. Mais quand je vous écoute, j'en conclus qu'il faut investir dans la tech américaine et la tech chinoise. Oui. Alors, le problème de la Chine, c'est qu'on n'a pas toujours, le bon on timing. pas toujours bien clairement, parce qu'il y a beaucoup d'opacité, mais c'est évident qu'on a un potentiel encore inachevé de croissance qui est là. Et puis surtout, il y a une certaine stabilité. C'est-à-dire que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, je pense que les États-Unis seront toujours là, et la Chine aussi. Par contre, je ne peux pas le garantir pour la zone euro. Je ne sais pas si dans 5 ans, la zone euro sera toujours là. Donc c'est quand même un danger énorme. Enfin, elle sera toujours là, mais peut-être pas en l'état. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est-à-dire qu'il y a des risques qu'on ne veut pas voir et qui sont là. Donc, en tant que bon gestionnaire du couple rendement-risque et bon père de famille, c'est évident qu'aujourd'hui, c'est moins dangereux d'investir aux États-Unis ou en Chine, toute proportion à garder, qu'en Europe. Marc, merci. Avec plaisir.